David Vercoutre me dit, aurais-tu des informations sur le possible rachat du Racing Club de Lens par la famille Mullier après le rachat du PFC? Alors non, aucun. J'ai jamais entendu parler d'un possible rachat du Racing Club de Lens par la famille Mullier. Alors j'imagine que ça doit être un serpent de mer aussi dans la région. Maintenant, est-ce que la famille Mullier a la puissance financière d'injecter les sommes énormes qu'il faut pour avoir un club de foot de très haut niveau? Je ne le sais pas, je dis peut-être une énormité. En tout cas, c'est sûr que c'est pas la famille Arnaud avec le PFC. Ce qui est évident, c'est que je pense que Lens pourrait être une cible prochaine d'un grand groupe pour effectivement être racheté. Ça permettra encore à des supporters de râler contre la multipropriété. Dabbar Heroes me dit on a appris qu'avant le rachat du Paris FC, le Stade de Reims était une cible. Pensez-vous que M. Caillot a encore fait capoter le rachat, ou pensez-vous que Reims un jour retrouvera le top de la Ligue 1 si M. Caillot partait? Alors c'est peu dire que je ne goûte pas les méthodes de Jean-Pierre Caillot pour les avoir expérimentées en plus au quotidien. Le problème du Stade de Reims, c'est que c'est un club qui, il y a très très longtemps, a connu le sommet de l'Europe avec 2 finales de Coupe d'Europe des clubs champions. Mais qu'il est évident que dans le football d'aujourd'hui, c'est un projet qui est surdimensionné pour ce club. Que Reims finisse par être européen en Europa League, peut-être même une fois en Ligue des Champions, pourquoi pas. Mais le stade est tout petit, l'affluence, même si je note un certain progrès, est quand même globalement très moyenne. Et puis il faut voir aussi ce qu'on fait de ce club, c'est-à-dire clairement le but du jeu est de faire du trading, on vend et on vend 20, on réinvestit 7 et on garde 13 et c'est sûr que ça doit être frustrant pour les supporters. Et puis c'est difficile de s'attacher à une équipe comme ça, quoi. Mais bon, c'est un des rares clubs indépendants qui reste. Donc voilà, l'indépendance, c'est comme tout, ça a un prix. Franck L'Éclaircie me dit, toi qui avais l'habitude de tutoyer tous tes collègues ou sportifs à 100% foot ou au CFC, ce que je trouvais très sympa, y a-t-il des personnes avec qui tu n'as jamais osé franchir le pas sur le moment, mais avec qui ça s'est fait plus tard? Je pense à Jean-Michel Aulas, par exemple. Moi, j'aime pas mentir, donc quand je tutoie quelqu'un, je le tutoie. Quand je vous vois quelqu'un, je le vous vois. Effectivement, j'ai toujours vous voyez Jean-Michel Aulas, peut-être à cause de la différence d'âge et du respect que sa personne m'inspire. Ça veut pas dire que je ne respecte pas les gens que je tutoie. Mais bon, voilà, c'est pas un copain, quoi. Ismaël Bamba me dit, comment expliques-tu que l'Île-de-France soit le plus grand vivier de talent et que le PSG n'en a quasiment jamais profité, mis à part Anelka? Je pense surtout aux gros talents, Henry, Ben Arfa, Pogba, Mbappé. Le problème du PSG, c'est que le centre de formation du PSG fonctionne bien. Il y a beaucoup de joueurs qui font des belles carrières, qui viennent du centre de formation du PSG. Le problème, c'est cette belle carrière, ils ne le font que pas, ou peu, voire pas du tout au PSG. Alors t'as des Nkunku, les Coman, les Maignan, que le club n'a pas voulu ou n'a pas su garder. C'est aussi la personnalité du PSG qui veut ça, c'est-à-dire que c'est un club qui a toujours voulu recruter, acheter des joueurs. Et c'est vrai que c'est un club, alors ça c'est peut-être en train de changer, mais c'est un club où il y a pas vraiment de place pour des jeunes, pour éclore. Mais voilà, ça veut pas dire, par exemple, cette année, il y a Zagué et Mayoulou qui jouent parfois avec le club. Je suis pas certain que ces joueurs deviendront jamais titulaires au PSG. Et un joueur, à un moment donné, ce qu'il veut, c'est jouer. Donc voilà, et c'est aussi l'intérêt qu'a le rachat du PFC par la famille Arnaud, c'est qu'eux veulent vraiment s'appuyer sur le vivier de la région parisienne. Et si le PFC arrivait à faire ça, parce que le dire c'est bien, y parvenir c'est autre chose, et ben ça pourrait effectivement donner quelque chose de très intéressant. Fellow Off me dit, j'aimerais ton avis sur John Textor. Étant fan de l'OL, je n'ai jamais été fan du rachat par cet homme qui pour moi n'incarne pas l'âme du club. Longtemps un des clubs qui était géré le mieux avec un président de rêve au passage. L'OL est aujourd'hui relégué à titre conservatoire. Que penses-tu de ces
pseudo-présidents qui achètent les clubs sans y connaître rien au foot et qui en peu de temps le font couler, Textor Lopez et sans doute plein d'autres. Un des dangers de la multipropriété, c'est que la personne qui rachète le club ne s'y intéresse finalement que très peu ou certainement pas assez. C'est ça que j'apprécie avec Bali et Bluko à Strasbourg, c'est que, encore une fois, même s'il n'est pas à la méno tous les 15 jours, il s'intéresse au club, il suit, et il a un avis très précis, très circonstancié sur les choses. Encore une fois, il ne faut pas tirer de conclusions générales sur la multipropriété comme sur l'indépendance des clubs. Mais encore une fois, ce John Textor, alors faut se méfier des gens qui ont des têtes d'escrocs, parce que d'abord c'est un procès d'intention, et puis des fois ça veut rien dire. Mais c'est vrai que quand je le vois avec son maillot de l'OL offrir des fleurs à Ambre Godillon, je me dis, voilà, c'est de la poudre de perlimpinpin ton truc. Ça. Et tu vas et tu fais une conférence de presse le lendemain de la DNCG, alors que globalement on va être d'accord, tu t'es fait défoncer par la DNCG, et tu dis non, mais en fait ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes en France pour compter les sous. Ils se foutent de la gueule du monde, et honnêtement j'ai une vraie crainte que ça finisse très mal. Geoffroy Chéreau me dit, tu n'as pas donné ton avis sur les raisons qui ont poussé Dédé à ne pas sélectionner Mbappé. Partages-tu l'avis de Daniel Riolo qui estime que Mbappé n'a pas respecté l'EDF lors du rassemblement d'octobre et qu'il n'a pas sélectionné lors du dernier pour le sanctionner et lui faire comprendre qu'on ne plaisante pas avec l'équipe nationale? C'est possible, j'en suis pas sûr. Je pourrais beaucoup plus attester cette thèse si Mbappé n'avait pas autant de soucis avec le Real, plus ses soucis extrasportifs. En même temps, maintenant, ça fait 6 semaines, l'affaire de Stockholm. Je pense que si la jeune fille a été violée par Mbappé, elle a quand même, au bout de 6 semaines, elle a dû trouver le moyen de le dire. Mais enfin bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais enfin bon, il y a 6 semaines, c'était devenu, après être un traître pour le PSG, c'était devenu un violeur. Donc, il est beau, mon Rottweiler. Voilà, je pense que les grosses difficultés de Mbappé avec le Real, sachant que le Real a déjà de grosses difficultés en dehors de sa présence. Je pense que ça vient aussi d'une faute de com de Deschamps, qui aurait dû dire qu'il le laissait au repos lors du dernier stage, parce qu'il avait des difficultés avec le Real, qu'il avait besoin de se concentrer, de se remobiliser autour de lui. La vérité, on l'a... Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. La vérité, on la connaît pas. On la saura peut-être le jour où Kylian s'exprimera. Mais c'est sûr que, au-delà de tout ça, c'est une période extrêmement difficile pour lui. Pas facile de faire une vidéo avec ses petits chiens. Oh là là. Bah oui. L'Allemand des Bruno. Trouves-tu que Digne a une carrière frustrante en équipe de France, pas appelé pour la Coupe du Monde 2018, donc pas de Légion d'honneur, alors que Nzonzi l'a. 2022 idem, et quand il marque un but, on ne lui attribue pas quel fumier l'UEFA. Digne n'a pas toujours fait des matchs inoubliables en équipe de France non plus. Je pense qu'il n'y a pas eu de délit de sale gueule non plus. Je pense qu'à un moment donné, s'il n'a pas eu sa place dans le groupe, c'était aussi parce que sa place, alors évidemment lui pensait la mériter, mais peut-être que sa place était un petit peu tangente. Là, il est évident que des matchs comme celui de l'Italie hier soir, il n'en a pas fait 100 000 dans sa carrière. Heureusement, parce que sinon ce serait un candidat au Ballon d'Or. Donc voilà, quoi. Quant au fait que le but ne soit pas attribué, c'est normal, parce que son coup franc, il est sur la barre et qu'il rebondit sur le gardien, et que c'est le gardien qui marque contre son camp, parce que s'il n'y a pas de gardien, son ballon, il est sur la barre. Alex Nissa du 06, que je remercie d'ailleurs au passage d'avoir diffusé la perte de mon compte et mon compte provisoire, parce que c'est grâce à lui si j'ai eu aussi finalement autant de questions sur mon faux compte Twitter. Donc merci Alex. Les passionnés de foot et de nos clubs détestent les trêves internationales souvent un peu passionnantes. Pour ta part, adores-tu les trêves internationales qui te permettent de souffler vu le nombre incroyable de matchs de Ligue 1 et en Europe à regarder? Oui, absolument.
Absolument, c'est vrai que quand il y a des coupures internationales, j'ai un peu l'impression d'être en vacances. C'est vrai que moi, ça m'arrange, parce que ça fait moins de matchs à regarder, plus de temps. Tu vois. Vendredi soir, on a eu un dîner à la maison, on était 8. Moi, normalement, le vendredi soir, j'ai match, quoi, tu vois. Donc, et c'est vrai que quand tu as des semaines européennes, tu as match mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est infernal, mais bon, voilà, j'ai choisi de faire cette chaîne et très franchement, si j'étais à Canal, je suis obligé de regarder tous ces matchs aussi. Donc, mais c'est vrai que quand il y a une petite trêve hivernale, même si je comprends que ça saoule les gens, que tous les mois on s'arrête pendant 10 jours pour laisser jouer les équipes nationales, mais moi j'apprécie et j'y goûte fortement. Alex Nice a du 0-6 encore. Avec le Masters en pleine trêve internationale de foot, as-tu regardé un peu les matchs de ce Masters de tennis dont le niveau a bien baissé par rapport aux années 2010 où il y avait Federer, Djoko, Nadal, Murray, Wawrinka, Ferrer, Berdych, Tsonga et Del Potro. C'est vrai que le plateau cette année, c'est vrai que Djokovic avait déclaré forfait. C'est vrai que quand t'as Deminor ou Rude, même si Rude finalement, d'ailleurs m'a assez surpris avec son jeu pendant ce tournoi, et je l'ai trouvé plus offensif, j'ai trouvé qu'il grattait moins la balle, qu'il avait adapté son jeu à l'indoor, ce que Alcaraz pour l'instant ne sait absolument pas faire. Ouais, je regardais un petit peu, j'avoue que j'ai pas regardé sur la fin parce que y a pas grand chose qui m'ennuie plus dans le monde du sport que Sinner. Mais oui, de toute façon, Federer, Djokovic, Nadal, Murray, Wawrinka, cette période-là, elle est finie. Hein. Et c'était l'âge d'or du tennis, et je pense que ce sera l'âge d'or du tennis pendant un bon moment. Arkman07 me dit Nkunku en prêt avec option d'achat en janvier au PSG, c'est une bonne idée pour les 3 parties. Chelsea, peu de temps de jeu pour le joueur et pour Luis Enrique avec sa philosophie de faux neuf. Je pense que ce serait effectivement une excellente idée pour le joueur, pour le PSG, parce qu'il a vraiment le profil d'un joueur qui soit Luis Enrique compatible, ce qui n'est pas toujours scellé dans le marbre, cette affaire. Donc voilà, oui, ça pourrait être effectivement un truc intéressant à voir, et puis ça permettrait aussi à Nkunku de se perfectionner dans un poste qu'il pourrait également occuper en équipe nationale. Arkman07 encore. Est-ce que les méthodes du Real en séduisant un joueur d'un gros club 2 ans avant la fin de son contrat pour ne pas payer l'indemnité de transfert peuvent un jour être sanctionnées par la FIFA pour ses abus, ou faut faire avec notre époque? Mbappé, Davies du Bayern, Arnold à Liverpool. Tu peux pas empêcher les gens de parler, hein. Tu peux pas empêcher les gens de discuter, et qu'à partir du moment où un club tombe d'accord avec un joueur pour faire ça, et que c'est pas marqué noir sur blanc par contrat, il n'y a aucune illégalité. Après, c'est vrai que c'est un peu gagne petit pour un club de la dimension financière du Real de faire comme ça. Il y a un côté un peu radin. Alors autant sur Mbappé, je peux comprendre, mais ce que je ne peux pas comprendre, et encore une fois, ce que je ne peux pas admettre, c'est que ce club ait perdu Toni Kroos et n'ait jamais cherché à le remplacer par un nouveau joueur dans sa zone. Je pense effectivement qu'un mec comme Rodri, qui à l'époque ne s'était pas pété les croisés, est le joueur qui doit aller au Real pour remplacer Toni Kroos.